Richard Crevier and the Rectangle in 2004. Richard Crevier and Richard Crevier à Lyon au rectangle en 2004. and the Rectangle in 2004. Bonsoir. Écoutez, je suis très ému d'être là ce soir pour parler de Rajac parce qu'effectivement, je suis le travail de Rajac depuis bientôt, dit-il, 30 ans. Moi, je croyais que c'était beaucoup plus récent, peut-être 25 ou 20. J'ai connu Rajac ici à Lyon un jour. On avait parlé dans un café de jazz et de cinéma. Il m'a fait connaître plus tard la série de Sainte-Colombe que vous connaissez peut-être, de ce village de paysans quand il avait fait le portrait en pied. Il m'avait amené à l'auditorium de Lyon à l'époque, me montrer ça. Je ne connaissais pas du tout son travail, je connaissais à peine l'homme. Et j'ai vu ses formats extraordinaires. Pour moi, inédit, je ne suis pas historien de la photo, qui m'avait surpris. Un traitement de la photo, une présence des sujets, une qualité de du moindre point, de tous les points de l'image, tellement prégnant que le regard était capté partout. Je me trouvais devant une expérience photographique qui pour moi était nouvelle. Et donc, quand Rajac m'a proposé ce soir avec Laurent de venir parler de lui, ce soir j'ai accepté de bon cœur, sauf que lui n'a pas voulu venir à cette conférence. Il n'a pas voulu venir m'entendre. Et je comprends fort bien finalement ça. Je vais apporter un concept. Oui, il y aura des concepts dans ma conférence, je regrette maintenant, on ne peut plus s'en passer. Le concept fait partie de notre civilisation contemporaine, postmoderne, on ne peut plus parler sans concept, peut-être moderne d'ailleurs. C'est très difficile de parler d'art de façon sans concept, sinon on tombe dans le subjectivisme le plus impressionniste, on ne peut pas faire grand-chose. Parfois, ça pourrait vous paraître abstrait ce que je vais vous dire, mais s'il y a des problèmes, après on en discutera. Rassurez-vous, ce n'est pas par prétention intellectuelle ni par intellectualisme, c'est souvent par une sorte de souci de précision qui me mène parfois à des abstractions excessives. Sans parler mon accent québécois et ma grippe qui font, ça me demande un bon oui pour m'écouter ce soir. Peut-être que ça fait fuir à Jacques aussi. Mais je comprends qu'ils ne veulent pas parler, que je ne veux pas entendre parler de ce qui est pour lui une œuvre. Donc, je l'ai dit, j'en ai employé un concept d'œuvre, qui est galvaudé, comme vous le savez, qui est quelque chose, même de remis en question. Il y a des gens qui parlent d'art sans œuvre. Vous savez que c'est un concept romantique. C'est les romantiques allemands, Schlegel, les frères Schlegel, Novalis, qui en 1800 ont employé pour la première fois le concept d'œuvre dans l'art, qui ont essayé d'élaborer ce qu'était une œuvre d'art, le concept d'œuvre, de l'œuvre. Avec tout ce qui s'engage d'incroyable et qui fait qu'on découvre, j'en parlais avec Rajac à l'instant, que l'œuvre d'art, finalement, c'est elle qui commande. L'œuvre, c'est elle qui commande, c'est dedans qu'on la travaille, en quelque sorte. On est moins le maître de l'œuvre qu'on le croit. Enfin, bon, ce concept d'œuvre a été déterminant dans la pensée moderne, dans l'art moderne, je pense. En tout cas, c'est les romantiques allemands qui l'ont créé. Rajac n'avait pas envie, peut-être, d'entendre parler de l'extérieur d'une pratique de 50 ans qui lui est propre et qui a été pour lui fondamentale. Vous voyez ce que je pense que c'est ça la raison pour laquelle il ne vient pas, et peut-être pour d'autres aussi, de lassitude d'entendre le discours sur le travail, sur le discours sur l'art, peut-être une lassitude générale, que je comprends fort bien, vu la lenteur qu'on a mis quand même à regarder son travail, à savoir regarder son travail. Je voudrais un peu parler de tout ça ce soir, si vous le permettez. Est-ce que ça vous convient comme projet? De toute façon, vous êtes prisonniers un peu jusqu'à ce que vous commenciez tous à fuir. Ce qui m'avait frappé d'abord dans le travail de Sainte-Colombe, rappelez-vous, pour ceux qui les ont vus, des formats de 180 par 120 cm, 1m80 par 1m20. C'était en 83. Des portraits de la paysannerie. On vante Millet, d'avoir su regarder, d'avoir su peindre un pays. Mais sans nostalgie, on verra bien que la nostalgie n'est pas un thème chez Rajac. Au niveau purement technique, au niveau purement du choix du format, il se passait là quelque chose, j'avais été très surpris. Ce qui avait été surpris aussi, c'était comment tout, dans ces photos, semblait s'abandonner à son appareil, s'abandonner au photographe et à l'appareil. Les pierres, les animaux, les êtres humains, paraissait familier comme apprivoisé par le photographe, de façon extraordinaire. Il y avait là quelque chose qui abolissait la distance entre le photographe, la conscience, l'intention du photographe et son objet, quelque chose comme un court-circuit, un raccourci dans la clarté, dans la limpidité, dans la simplicité qui m'avait vraiment ébloui.
J'ai appris plus tard, j'ai compris plus tard que Rajak travaillait toutes ses suites, puisqu'il travaille toujours des suites. Il travaille des thèmes, il les développe en suite. Toujours à l'intérieur d'un format très précis, choisi d'avance, décidé d'avance, pendant que le thème se prend forme, se configure, se préfigure en lui. L'idée du format qui conviendra à ce thème se met en place. Et ce sont toujours des formats, ça a été généralement dans sa carrière, des formats hors normes. C'est-à-dire hors des normes instituées dans le monde de la photographie. Pour des raisons à la fois économiques et marchandes. Ça coûte moins cher de développer des formats standards, par exemple. Quand on est jeune photographe, qu'on n'a pas d'argent, ce qui était le cas de Rajak, choisir des formats qui ne sont pas standards, ça veut dire des coûts, ça veut dire, pour faire ce qu'il veut faire, il ne peut pas s'attendre économiquement. Il n'entre pas dans le circuit, déjà, de la marchandise photo. Il est en opposition déjà, en ce sens, j'en fais pas, je ne suis pas en train d'héroïser Rajak, ne croyez pas ça, j'ai horreur de l'héroïsation. Je suis en train de dire que le choix des formats déjà m'avait étonné, et que chaque projet, chaque campagne photographique aura son format. Donc le format que Rajak utilise est toujours un format adapté à chaque thème, à chaque projet, et deuxièmement un format qui n'est jamais un format convenu. C'est très important dans l'art. Dans la photo, dans l'art, dans la peinture, en fait dans les arts visuels, c'est très important le bord, le cadre. C'est un élément du médium fondamental. Qu'on oublie souvent, on parle de la surface, mais la thématisation, je reviendrai sur ce concept de thématisation tout à l'heure, la thématisation des matériaux, leur transformation en un médium signifiant, suppose qu'on les thématise tous, le cadre, le format, je parlerai plus tard d'échelle, tout fait partie du médium, tout concourt à la transformation du matériau en un médium signifiant, porteur de sens, générateur de signification, si l'on veut. Donc, Rajak choisit ses formats en fonction du thème traité et de ce que sera la présentation des photos au terme du processus de transformation. Ne pas oublier que Rajak, quand il choisit le format, il pense déjà le tableau développé, montré. On n'est pas dans la... Il ne choisit pas le format pour des raisons esthétiques, de goût personnel. Il pense à la photo achevée, c'est-à-dire que l'œuvre est déjà conçue. Le format, c'est ce qui cadre la conception de l'œuvre. Après, c'est de l'exécution. On n'est pas loin de la théorie esthétique de Croce, de Benedetto Croce, en ce sens, qui croyait, lui, grand philosophe de l'art italien de la fin du 19e siècle, un des plus grands philosophes, excusez-moi, j'ai une bronchite, un des plus grands philosophes de l'art italien, qui croyait, lui, que l'œuvre d'art était tout entière dans la conception et que l'exécution n'était qu'une affaire de technique. Je ne crois pas que ce soit le cas tout à fait chez Rajak, mais c'est une théorie de l'art qui a existé, il ne reste plus qu'à exécuter. C'est intéressant d'ailleurs comme théorie esthétique. Bon, je passe. Vous voyez, l'art soulève toujours des problèmes philosophiques extraordinaires. Et je suis obligé de me contraindre pour ne pas me lancer dans mes aventures habituelles, intellectuelles, philosophiques que j'aime tant. Donc le processus dans lequel, ce long processus de transformation qui aboutit à l'œuvre, au tableau, à la photo anticipée, et s'accompagne, est inséparable chez Rajak d'une profonde connaissance de l'appareil. Parce qu'il faut quand même parler de l'appareil quand on parle de photographie. Et chez lui, l'appareil est vraiment devenu prolongement physique, sensoriel, réellement mental. Et cette maîtrise de l'appareil, ce processus, l'amène à thématiser chacun des éléments du médium dont je vous parlais. J'en note quelques-uns des éléments du médium qui sont très bien traités chez Rajak et consciemment traités, délibérément thématisés. La surface bidimensionnelle de l'image, de la photo déjà. Donc une surface abstraite. La matérialité de cette surface, les millions de points d'ancrage, de pixels pour le regard qui erre sur la surface. Le grain, la gamme quasi infinie du noir et du blanc. Ceux qui ont bien regardé Rajak, il suffit de parcourir ici la gamme infinie du noir et du blanc. La lumière, extraordinairement le travail de la lumière, d'une justesse avec un sens des tons sourds et des tons clairs de musicien. Rajak voulait être pianiste, il aurait été pianiste, il l'avait voulu autrement.
continuait à jouer sur la note, il jouait avec son appareil photographique, il se servait de façon réellement dansante, musicale, extraordinaire, de la lumière en tout cas, les axes visuels. Quelques-uns, je cite, hein, vertical, horizontal, frontal, latéral, toujours extrêmement juste et soigné en fonction de tous les autres éléments, car tous les éléments concourent à la structure, construction, structure de l'image, disons ça pour l'instant, les distances. La relation du stable et de l'instable, vous avez remarqué dans le projet qu'il y a toujours des passages. Les gens passent sur un fond de stabilité très hypothétique, car ce passage fragilise. On est toujours dans un monde à la fois solide et fugitif et de passage, avec l'opacité et la transparence qui vont ensemble. Le temps humain, le temps géologique, qui sont signifiés par la présence, par exemple, mobile ou immobile d'un corps dans le paysage naturel ou urbain. Les rapports d'échelle, tous les éléments du médium photographique. Le micro et le macroscopique, c'est incroyable, comme chez Rajac, on voit tout très bien. Le loin comme le près comme le loin, et chacun est dans une espèce de distance, tout à coup, c'est comme si on avait une loupe, une lunette et une loupe à la fois. J'y reviendrai à cette histoire de loupe. Une lisibilité, quelque chose de l'ordre d'une transparence pour le regard. Nous faisons une expérience du regard, en photographie. Et peut-être en peinture, et moi, pour moi, en tout cas, une expérience du regard très, très riche, à l'état pur. Peut-être c'est ça l'image, de permettre l'expérience du regard, et là, je crois qu'on a une occasion de le faire. Chaque pixel de la photo, thématisé ainsi et offert à l'œil. Moi, j'ai vu une telle patience que chez les peintres. J'ai rarement vu ça en photo. J'ai suivi le travail de Rajac. Je l'ai accompagné parfois sur ses terrains. Je l'ai vu transporter son barda. Je l'ai vu s'organiser, préparer, développer, l'appeler dans la chambre, au studio, en train de travailler des heures, des années, des mois sur un travail. Je l'ai vu ça donc chez les peintres ou chez les pianistes, justement, ce que Rajac a été, comme je vous le disais. En tout cas, ça a fait de lui un photographe par substitution, si on veut. En tout cas, ça a fait de lui un interprète. Alors, les thèmes qu'il interprète, parce que c'est un interprète, je le prends comme ça. Les thèmes qu'il interprète sont des états donnés. D'autres diraient des états des choses, des états donnés au sens de Duchamp, au sens Heidegger-Duchamp, vous m'excuserez. C'est une citation un peu snob. Des espèces, un concept Heideggerio-duchampien. Je trouve qu'une fois n'est pas coutume, vous me permettrez ça. Les étendus, non mais vraiment, ils travaillent sur des étendonnés, choisis avec une préméditation extraordinaire, lente, minutieuse, les repérages sont précis et minutieux, les prises de vue sont longues et mûries, je l'ai vu faire, les séances de développement et de tirage d'une extrême précision, tout s'enchaîne, sans précipitation, dans la logique de l'œuvre à venir, car l'œuvre à venir est là, déjà présente, et on est dans quelque chose où le corps maintenant va entrer en jeu pour exécuter tout ça dans le monde économique, social, politique, réel, de l'endroit où l'on travaille. Une expérience artistique extraordinaire à notre époque, avec un instrument, avec un appareil, comme l'appareil photographique dont nous dirons peut-être un mot si j'ai le temps. Puis le temps passe. Je suis au feuillet 3 de mes feuillets de conférencier. Vous m'arrêtez quand vous n'aurez assez. Hein? Je sentirai d'ailleurs les paupières battre. Ou comme on dit au Québec, j'adore l'expression, des fois elle me revient, quand les gens piquent du... Comment on dit quand on somnole, on dit cogne des clous. Cogne des clous. C'est une marteau qu'on a en tête quand quelqu'un somnole. La science nous a appris que notre cerveau n'a pas évolué, je tiens beaucoup à cette notion, pour la rétrospection et la contemplation. Si vous lisez aujourd'hui les ouvrages de sciences les plus avancés, c'est-à-dire en psychologie, sur l'évolutionnisme, sur les sciences du cerveau, sciences cognitives, américaines par définition pour l'essentiel, on sait maintenant que le cerveau n'a pas évolué pour la rétrospection, ni pour la contemplation, mais pour l'intention et l'anticipation. Tourner vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Ça, c'est scientifiquement les connaissances que nous avons sur le cerveau et sur son degré d'évolution actuel.
cerveau est formé pour être sélectif et non pas rétenteur, contrairement à toutes les théories de la photo, en l'occurrence ici, qui vont... Comme quoi l'image et la mémoire. Je parlerai de la mémoire tout à l'heure, cette faculté fictive, aux yeux de certains en tout cas, je partage leur point de vue. Sélection, anticipation, intentionnalité. C'est ça le rapport du cerveau au monde. C'est comme ça que le cerveau évolue l'ensemble. C'est la survie, c'est la vie. Là, le cerveau n'a pas élevé, la conscience n'a pas élevé pour faire de l'autoconscience, de l'introspection et du narcissisme. Enfin, je ne sais pas, cette espèce de repli sur soi, se regarder être. C'est une vision idéaliste, enfin une vision. On en parlera. On en parlera. Ne la qualifions pas tout de suite. Les photos de Dražák ne s'adressent pas à la mémoire. Vous n'avez pas remarqué ça? On n'est pas dans un rapport de mémorisation, de mémoire. On n'a pas l'impression qu'il y a un temps passé, qu'il y a un moment fixé, qu'on n'est pas dans cette logique-là. La mémoire. Certains philosophes, d'ailleurs, ne voient dans la mémoire qu'un mot commode. Ils disent que c'est une faculté prétendue. Ils l'assimilent. Vous savez à quoi maintenant, au niveau des textes, des écrits sur la mémoire qui se publient au sens dernier des nouvelles recherches? On en est là, dans un quasi-consensus, c'est que la mémoire est une activité, pas la mémoire, c'est une forme de l'imagination qui, dans l'anticipation, reconstruit, c'est une reconstruction imaginative du passé face à des événements auxquels il faut répondre. Dans la situation constamment. Je vois une situation à faire, pour faire les choix d'action, je me rappelle des situations analogues. La mémoire fonctionnera à l'intérieur de l'imagination comme faculté anticipatrice et intentionnelle, et non pas comme faculté rétentrice et tournée vers le passé. Cette façon de se tourner vers le passé, Dieu sait que le Nietzsche, sur lequel je reviendrai tout à l'heure à propos de l'art, l'a dénoncé. Il y a un siècle et demi, c'est en dénonçant l'historicisme qui fera le centre de cette conférence ce soir. Vous voyez qu'on est loin du centre, on est dans une périphérie mais qui m'inquiète. Je n'ai pas sorti de l'eau. Les photos de Dražák ne sont donc pas des machines en remémoration nostalgique, mais des interfaces informatives. Des apparitions provoquées, je dis dans un moment poétique, des mises en présence, là, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'étais bien lancé, permettant cette reconstruction imaginative inséparable de l'art, de tout art. Tout art est reconstruction imaginative. Pourquoi les poètes ont toujours fait de l'imagination la faculté centrale du poème, de la poésie? Je vais ajouter ici que les photos de Dražák, en tant que reconstruction imaginative, le font sous un mode qui est très précis, qui a longtemps empêché de le voir, qui ne facilite pas la vision qu'on a de lui. Je m'explique. Les photos de Dražák, ce sont ce que j'appelle des réifications du monde matériel sur une surface symbolique. Sur le mot surface symbolique, tout le monde sera d'accord, l'image en est une, la photographie en est une. C'est une surface bidimensionnelle symbolique. Lui, je dis, ces photos seront des réifications du monde matériel. Le mot réification a mauvaise presse, comme vous le savez, l'expression monde matériel est aussi. Bon, qu'est-ce qu'on entend par expression monde matériel? Ben, ce n'est qu'une référence à ce que nous comprenons plus ou moins et que la science espère toujours unifier d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur le monde matériel. Je vous cite à ce titre un texte écrit par Weizsäcker, qui est un grand historien des sciences actuelles. Il écrit ceci, un texte d'un livre de 89, je vous le cite en traduction. 90% de la matière de l'univers, nous disent les physiciens, est ce que l'on appelle de la matière noire. Noire parce que nous ne la voyons pas, noire parce que nous ne savons pas en quoi elle consiste, de sorte que nous n'avons pas la moindre idée de quoi sont faits ces 90% du monde. Nous ne connaissons donc que 10% du monde. Après ce rappel, donc, du peu de choses que nous savons du monde, le mot réification surprendra moins. Vous serez moins surpris de l'entendre dans ma bouche, car ce mot a généralement, disais-je, connotation négative, qui vient de la critique marxiste. Connotation qui est très juste lorsqu'il s'agit de l'idéologie, mais qui n'est pas pertinente en psychologie de la perception ou en art, sauf si l'art est évalué en termes marchands. C'est évident que si l'art est effectué en termes marchands, on a réification, au sens marxiste, au sens idéologique.
Je veux pas, si ce concept n'est pas clair, on en parle après, parce que ça nous emmènerait très loin. Par exemple, on sait que l'enfant réifie peu à peu les objets qui l'entourent en leur conférant, par exemple, c'est expérimenté, de la consistance. L'enfant apprend peu à peu à donner corps, à réifier les objets, entre autres par l'expérience de la consistance, la fermeté, dureté, solidité. C'est très important, la réification dans le processus psychique. Nous sommes dans la réification là aussi. Aujourd'hui, il est beaucoup question aussi dans le discours esthétique de réification, au nom, paradoxalement, de Walter Benjamin, ou Benjamin, comme vous voudrez le prononcer. Si vous ne le connaissez pas, je vous le présente rapidement. D'abord, c'est un auteur très à la mode actuelle. Il n'y a pas un conférencier qui va dans une ville, que fût-elle Lyon, qui ne cite Walter Benjamin. C'est comme, il y a des auteurs comme ça que vous ne connaissez pas, parce que vous n'avez pas des conférences assez souvent. Quand on écrit un article aujourd'hui sur la critique d'art, il faut aussi citer Walter Benjamin. Ça fait partie des rituels intellectuels, comme Nietzsche. Il faut citer Nietzsche. J'obéis à tous les rituels, il faut marquer que je suis de strict observant, je suis orthodoxe. Walter Benjamin, en plus, est mort à 40 ans d'une overdose, en fuyant les Juifs, comme juif, à la frontière espagnole, fuyant les Allemands. On a toujours dit suicide. Ça faisait plus héroïque. Overdose, c'est plus banal. Aujourd'hui, on ose dire les choses peut-être plus parce que le temps passé. Juif, auteur d'un livre, auteur d'ouvrages absolument remarquables sur Kafka, sur le surréalisme, sur l'art, sur le cinéma, sur la politique, sur la littérature. Théoricien, essayant de penser, essayant de développer une conception de l'art dont je vous exposerai davantage tout à l'heure, les morts en 1940. Beaucoup de gens s'autorisent à parler aujourd'hui de dérification au nom justement de Walter Benjamin, ou Benjamin, qu'on accommode à toutes les sauces de toute façon. On parle de simulacre, je veux dire, à propos de l'œuvre d'art, en s'autorisant du même Benjamin. On dit l'œuvre d'art est simulacre. Le discours postmoderne, ou postmoderniste, autre mot peut-être qu'on pourra discuter après, qui désigne, selon moi, une réaction à la fois conceptuelle, psychologique, culturelle très large au phénomène de la fin des avant-gardes des années 60. On ne savait plus comment la fin de Greenberg, du grand critique américain, et la fin de l'expressionnisme abstrait, l'apparition de Warhol, de Jones, de Jasper Jones, de Rauschenberg, on ne savait plus très bien. On a créé ce concept qui correspond bien à fait cette réaction qui va surtout éclater dans les années 80. Je crois que c'est un concept très historique en ce sens-là, c'est-à-dire très réactif, comme on dit aujourd'hui, si volontiers. Simulacre, le mot est partout dans l'art. En fait, quand on parle d'image, on pense simulacre. Il y a tout un discours sur l'image autour des simulacres. C'est sûr que les objets dits d'art miment aujourd'hui la marchandise. Surtout lorsqu'ils se retournent contre elle, comme chez Warhol, par exemple. Il y a toute une dimension actuellement de l'art, dans l'art, qui consiste à mimer ce qu'est l'art, à mimer l'art, en mimer la marchandise, en se retournant en même temps contre la marchandise. On appelle ça de l'art critique. Quelque chose, des contorsions esthétiques absolument extraordinaires, esthétiques et mentales et conceptuelles, et dans le discours de la critique et de la philosophie officielle, mais officielle et non officielle. Effectivement, dans cet art, il n'y a pas d'aura. Et aujourd'hui, l'art est censé être sans aura à cause d'un texte de Benjamin qui a fait époque et continue à faire époque, selon laquelle l'œuvre d'art traditionnelle a perdu son aura, ou en tout cas son aura est en déclin. Et cette aura est complètement inexistante selon Benjamin, selon certaines interprétations de Benjamin, dans les arts de la reproduction technique, telle la photographie. Donc on va voir thèses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Est-ce que ça va? Vous me suivez? Je ne parle pas trop vite, parce que des fois, je suis lancé, je m'oublie, et je parle, et je vais boire, en tout cas, ça va m'hydrater.
Donc, les photos de Rajac sont ni des simulacres d'œuvres d'art. Je voudrais bien faire comprendre ça. C'est qu'aujourd'hui, simuler l'œuvre d'art est une chose extrêmement fréquente. C'est-à-dire simuler une certaine idée de l'œuvre d'art, une certaine idéologie de l'œuvre d'art. Il faudrait bien la démonter, la déconstruire, comme on aime tant dire maintenant, cette fameuse idéologie de l'œuvre d'art. Ce ne sont pas ils ne jouent pas l'œuvre d'art. Ça ne se présente pas comme des œuvres d'art. Ce ne sont pas non plus des simulacres tout court. On n'est ni dans le simulacre de l'œuvre d'art, ni dans le simulacre tout court. En quoi sommes-nous? Leur matérialité est si finement construite qu'elle a une existence propre, une présence qui n'est nulle autre que l'aura. Je crois que les œuvres, la photographie de Rajac, d'ailleurs, ce ne sont pas les seules photographies qui ont l'aura. Je crois que l'aura se retrouve dans la photographie. Au contraire, j'en dirai un petit mot tout à l'heure. Elles ont une aura. Elles ont un caractère, donc, j'appellerais le mot auratique, qui a été construit à partir de ce mot aura. Elle a un caractère auratique. Pour moi, ça explique qu'on a mis tant de temps à accepter de les regarder et même de les montrer, comme c'est fait ici à Lyon, à la fois à Villeurbanne et ici ce soir. Ça a mis du temps. J'ai assisté à des scènes où on montrait le travail de Rajac et les gens ne le voyaient pas. Car, qu'est-ce que c'est que ces photos? Ce sont des dispositifs optiques. À haute précision et à forte définition, comme si le proche et le lointain, vus alternativement et simultanément à la loupe et à la lunette, s'interprétaient mutuellement. Moi, j'ai pu écrire une phrase aussi longue et compliquée pour une conférence, que j'appellerais des pictoramas en ce sens-là, qui sont d'une rigueur, que j'avais envie de dire, mathématique. Au sens où Mallarmé parlait de mathématiques, Baudelaire ou Rimbaud parlent d'exactitude dans l'œuvre, dans le poème. Quelque chose de mathématique. On a parlé de Mondrian à propos de Rajac. Un auteur américain parlait de Mondrian à propos de Rajac dans le catalogue de l'exposition qui s'est tenue en 2002 au musée Nicéphore-Niépce, je crois avoir lu ça. À propos, évidemment, de Chicago. On pourrait parler aussi, évidemment, de Pollock. Quand on regarde le traitement des fonds, la façon dont l'œuvre... C'est pas tellement une question de style. Ça ne ressemble pas à Pollock par le style, c'est par l'attitude dans l'œuvre, par le fait qu'une fois que l'œuvre est lancée, il y a une liberté. Les choses sont là. C'est ça, c'est une libération du geste dans l'œuvre, au sein de l'œuvre, ça veut dire que l'œuvre doit être bien comprise, et bien comprise, pas seulement dans son projet, mais en tant que c'est qu'être une œuvre. On peut en effet donc parler, moi je parlerais volontiers de picturalité chez Rajac, mais sans les effets picturaux de la picturalité. Encore là, une complication de plus. Des fois, il y a des gens qui font du pictural en montrant « Ah, c'est de la peinture », comme ça, montrer la vérité avec les 5 doigts. Peinture qui s'annonce comme peinture, qui s'annonce avec les effets de picturalité, un peu comme au théâtre, la théâtralité peut être agaçante. Quand les gens entrent en courant « Oui, êtes-vous là ?» Ce côté incroyablement théâtral de la théâtralité qui nous fait aimer Beckett et qui demande la non-théâtralité. Là, on a une picturalité, mais sans ces effets picturaux. Vous verrez que c'est important, l'absence d'effets. En ce sens, Rajac est aux antipodes d'un Gerhard Richter, par exemple, artiste d'origine allemande, qui aujourd'hui fait une des 10 grandes stars, peut-être des 10 plus grandes stars de la scène internationale de l'art, qui introduit du pictural dans la photo, qui ramène la photo dans le champ de l'art, en fait, qui situe la photo et l'image dans le débat peinture-photo. Dans cette espèce de brouillage actuel de l'art contemporain, il marche très très fort parce que tous les codes du débat sont réunis chez lui. Je ne porte pas de jugement de valeur sur lui, mais je dis qu'on peut comprendre. Mais chez ce dernier, qu'est-ce qui fascine les collectionneurs, qu'est-ce qui fascine les critiques? C'est une iconoclastie. Une iconoclastie que l'on retrouve chez, par exemple, Nam June Paik et Cage. L'esthétique de Rajac est complètement aux antipodes de cette iconoclastie. Rajac n'est pas un iconoclaste. Vous allez me dire, on s'en rend compte. Oui, mais ça n'aide pas à regarder dans une esthétique postmoderne ou moderne où on attend la destruction de l'image.
pour des raisons à la fois idéologiques, pour des raisons à la fois historiques, dont je dirais un petit mot. Un non-iconoclaste ne fait pas moderne, il ne fait pas il ne fait pas dans le coup. Non, c'est une nuance que j'ai introduite, faire comprendre les expériences que j'ai eues de l'aveuglement des gens sur le travail de Rajac, des gens soi-disant compétents. Le fait que Rajac ne soit pas iconoclaste ne veut pas dire non plus qu'il entretient une croyance en un réel total ou en une image absolue. D'ailleurs, toute image relativement à l'absolu ne peut être qu'ironique, comme l'avait d'ailleurs, au sens que donnait à ce mot les Schlegel et les novalistes, les romantiques. Évidemment, il n'y a de réel que partiel. Et ça, c'est un aspect très important pour comprendre le travail de Rajac. Rajac le sait très bien. Il n'y a pas besoin de Lacan pour nous le rappeler. Le réel n'est que partiel. Tout simplement, Rajac n'inscrit pas son travail dans la totalisation de l'histoire de l'art, ce qu'Hegel appelait une mauvaise totalisation. Je m'explique. Aujourd'hui, c'est peut-être ça qu'on appelle le postmodernisme. Il faut à tout prix faire entrer tout dans l'histoire. Cette manie historicisante, cette manie historiciste, il faut que tout ait une origine, une influence, se situe quelque part dans un énisme, dans une histoire, dans une reconstruction rétrospective, où l'œuvre est censée trouver sa signification et trouver son sens, se lire, comme on dit, s'interpréter, comme on dit, donc extrinsèquement à elle-même, par une espèce de fiction, de construction des historiens d'art, qui domine de plus en plus le discours d'ailleurs esthétique, et qui classifie, qui classe, et qui organise, qui met des filières, qui construisent un discours dans lequel nous sommes censés voir l'art. Qui n'entre pas? Quelle œuvre, toute œuvre, ou quiconque n'entre pas, ne cadre pas, ne se prête pas à ce discours, échappe à ce discours, risque fort d'avoir des problèmes de communicabilité sociale, de diffusion sociale, de compréhension. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important, l'idéologie de l'art. Il y aurait beaucoup à dire donc sur cette fameuse histoire de l'art, cette fièvre historiciste que Nietzsche vilipendait déjà, encore Nietzsche au 19e siècle. C'est pas ce qui m'a pris quand j'ai écrit ça, ça avait Nietzsche en tête. D'abord, il n'est pas certain que la photographie, d'abord, ait une histoire. Bien qu'elle ait une histoire, appartienne à l'histoire de l'art. Ça, je voudrais d'abord soulever ce problème pour essayer un débat après. Je ne suis pas certain que, bien que la photo ait une histoire, qu'elle appartienne à l'histoire de l'art telle qu'on l'entend, l'histoire de l'art. Donc, peinture pour l'essentiel, avec après ses retombées avant-gardistes et tout, mais histoire de l'art. Il n'est pas certain que cette histoire de l'art soit la sienne, soit l'histoire de la photo. Même si on prend la photo comme une force disruptive, comme une disjonction, ainsi que le veut généralement le monde de l'art. Parce que le discours du monde de l'art sur la photo, c'est que la photo appartient à l'histoire de l'art, mais comme une sorte de disjonction, d'intrusion bizarre, qui aurait modifié la peinture. Vous connaissez le discours général sur le rôle de la photo comme force disjonctrice qui fascinait Benjamin d'ailleurs. La photographie peut avoir la tentation, et même de façon volontariste, vouloir s'inspirer de l'art, en se faisant tableau, mais sous sa forme artistique. La photographie, selon moi, appartient à un autre régime de la représentation. Elle n'appartient pas au régime de la représentation de l'art tel que l'histoire de l'art construit le concept d'art. Est-ce que je suis clair? Le régime de la représentation de la photographie, c'est le régime de la représentation de l'appareil, d'un appareil. Le concept d'art, depuis l'Antiquité, tel qu'il nous est parvenu, tel qu'il s'est élaboré à travers, remarquez, il est relativement récent, puisqu'il date, tel qu'on l'entend aujourd'hui, il date à peine dans le dictionnaire 1763, la première fois le mot art est employé dans le dictionnaire de l'Académie seulement, dans le sens où on l'entend aujourd'hui. C'est relativement récent. Mais peu importe. La notion d'appareil ne correspond pas au concept d'art, à moins de modifier le concept d'art. En tout cas, pas au concept d'art tel qu'on l'entend trop souvent, même si on essaie de faire entrer de force les appareils.
Les photos de Drajac ne font pas tableau, ne laissent pas de faire pictural comme on le voit sur le marché de la photo aujourd'hui, beaucoup. Ils ne font pas tableau, ils sont tableaux. Et j'ai écrit, je ne sais pas si j'ai raison d'ailleurs. Mais des tableaux d'une espèce bien particulière, nés dans une caméra oscura, dont la luminosité pigmentaire est d'une chimie infiniment plus subtile que celle de la peinture. Que ce soit à la détrempe, à l'huile ou à l'acrylique, je ne suis pas sûr de ça. Est-ce que c'est vrai? J'aimerais votre avis. Je ne suis pas sûr que je le pense, mais je n'en suis pas sûr. Parce que c'est incroyable travail de la mécanique et chimique de la photo qui capte des lumières. Je trouve que la luminosité pigmentaire est infiniment plus riche en photo qu'en peinture. Le peintre ne pourra jamais obtenir ça, peut-être. Je crois que ça se discute. Je ne crois pas qu'on peut en préjuger. Mais si ça vous intéresse, j'aimerais en parler parce que c'est une question. Là, je l'ai affirmé un peu brutalement, j'ai mis à préciser dans mes notes parce que, bon, avec vous. Et en tout cas, ce pigment particulier, appelons-le pigment photographique, cette espèce de chimie particulière, cet appareil, donc, appelons-le un appareil, est d'une intensité qui est réglable, permettant de moduler le ton local et les dégrader de façon extraordinaire, comme dans un Seurat. Regardez comme il essaie, avec le pointillé, de contrôler, de faire jouer toutes les nuances, de neutraliser, de créer une égalité, de créer une absence de hiérarchie, de créer une totalité de la surface. Faire vibrer, résonner chaque punctum, comme on dit, chaque point de la surface. La photo permet ça, en tout cas celle de Drajac, par son travail aigu. Après ça, j'espère qu'on a... Je ne sais pas si ce que je vous dirai vous fera voir autour de moi, je ne crois pas, vous l'aurez vu. En tout cas, je me sens tenu de parler de ça. J'ai souvent vu Drajac au travail. On dirait la gestuelle d'un chat. Un animal, d'ailleurs, dont il me semble qu'il a l'acuité visuelle parfois. Lorsqu'il lit par anticipation, parce que l'animal anticipe, lorsqu'il lit par anticipation dans la réalité, entre guillemets, l'empreinte en creux d'une image dont il a déjà discerné les éléments dont il faudra faire émerger la configuration sur l'image, sur la photo. Sens anticipatoire, actif, ouvert sur le monde de l'animal. L'animal évolue. Je ne veux pas traiter Drajac dans son absence d'animal, je sais pas, il le prendrait très mal. Non? Ces éléments sur lesquels le regard du spectateur se construit, ces éléments, l'animé, l'inanimé, le haut, le bas, gauche, droite, jour, nuit, visible, invisible, appartiennent tous à un même monde dans chaque photo et sollicités par l'œil, leur temporalité propre, car il y a une temporalité à chacun a son temps, entre en interaction sur la surface où un traitement égal leur est réservé. Égalité totale de tous les éléments dans n'importe quelle œuvre, dans n'importe quelle photo de Drajac. Ces éléments constituent chacune des mondes. C'est un concept qui a été développé par un esthéticien américain, par Wittgenstein. Nous créons des mondes. Plusieurs mondes, ce sont des mondes, entre guillemets, comme vous voudrez. Les mondes exacts, j'avais écrit, de façon un peu précieuse, d'un monsieur Test de la photographie. C'est un peu ridicule. Vous savez qui est monsieur Test, vous vous rappelez de Valéry, un personnage à la fois mathématicien, poète, penseur. C'est un des grands livres de Valéry. Vous connaissez certains d'entre vous sûrement, monsieur Test ou Tête, enfin il y a un jeu là. Très beau livre, c'est un livre de Valéry les plus connus, pour ceux qui s'intéressent à Valéry, très lucide. Quelque chose de ça, ici. Des mondes exacts, mais reconstitués par la temporalité du scanning, du balayage en profondeur, balayage esthétique du spectateur, permettant une expérience esthétique très riche et surface. L'expérience du regard. Non pas, je suis devant une œuvre d'art ou je ne suis pas devant une œuvre d'art, une expérience du regard sur la surface où les choses se mettent en place tout à coup, il se passe quelque chose de l'ordre à la fois optique, mental et visuel, très général. Dans une photo de Drajac, il n'y a pas de dictat d'une quelconque, j'avais encore là un peu de préciosité, d'iconicité, il n'y a pas de dictat de l'idée de l'icône, de l'image, il n'y a pas de dictature de l'image, il n'y a pas de fétichisme de l'image, qui bloquerait le sens. Le sens n'est jamais bloqué par une imposition
organisatrice d'une idée de l'image. On n'est pas dans une idéologie iconique. L'interprétation reste toujours plus ou moins ouverte à l'intérieur de la structure de toute photo, en général. Ça, c'est évident. Ne serait-ce qu'à cause, en raison de l'action en feedback du hors-champ. Dès que vous regardez une photo, de toute façon, l'interprétation reste toujours ouverte. On pense toujours à ce qui est hors-champ. Bien d'accord. De toute façon, le feedback du hors-champ dans le regard est indiscutable. Hein? En photo, pas en peinture. On ne se demande pas devant un tableau ce qu'il y a en dehors du champ. Oui? Comment ça? Le tableau a été construit à l'intérieur de son cadre, lui, parce que c'est un univers pictural, il n'a pas d'hors-champ. Enfin, bon, là, discussion, voilà, une autre discussion. Moi, je trouve, enfin, on en reparlera. En tout cas, en photo, le hors-champ fait la partie même de l'image photographique, le cadre, et le hors-champ, voilà un autre médium que je voulais aborder qu'ici, un autre élément du médium, un autre qui est thématisé, un autre aspect du médium, qui est le hors-champ, fait partie du médium photo. Il faut donc le thématiser. Par exemple, Brajac, il intègre symboliquement le hors-champ dans le champ de la photo, en y tramant de très savantes équivalences plastiques et signifiantes, où chaque point informe la surface, un peu comme chez Rothko, comme chez le peintre américain Rothko, où chaque point de la surface, Rothko disait « Je veux que chaque millimètre de mes tableaux soit ultra sensible ». Chaque point, ce qui fait que l'intensité de la surface, qui est découpée qui est une abstraction du réel, nous fait percevoir, reconstruire la tridimensionnalité, le temps-espace qui est en dehors de la photo. Nous le fait percevoir dans le moment même où on voit la photo dans le présent du regard. Si vous réfléchissez, vous verrez que vous avez fait cette expérience-là. Une telle pratique du médium, comme je vous la raconte là, une pratique de l'égalité où tous les éléments sont égaux, où on ne joue pas l'art, on ne joue pas l'artiste, on ne joue pas l'accroche, on ne joue pas le fétiche. Autrement dit, rapidement, tout ce que Brajac ne fait pas, ça ne favorise pas l'héroïsation. On aime les héros en art, on aime les stars, on aime l'héroïsme, on aime l'héroïsation, l'épopée, le spectaculaire, même l'anecdotique, quoiqu'il y a toujours des petites anecdotes chez Brajac, mais elles ne sont pas l'objet de la chose. Autrement dit, ce n'est pas médiatique. Comme on dit aujourd'hui de quelque chose qui excite et frustre à la fois la pulsion scopique, comme on dit maintenant, la pulsion du regard. Vous savez, maintenant, il y a des livres qui s'écrivent sur la nouvelle boulimie, la boulimie d'image. Des études ont été faites à bord des avions des lignes américaines sur la boulimie d'image des gens dans les avions. Pendant qu'ils mangent, ils regardent des images. La télévision, une boulimie d'images. Une pulsion scopique. Toujours frustré parce qu'il n'y a pas de satisfaction, parce qu'il faut toujours une autre image. D'autant que les images des lectures sont superficielles, c'est-à-dire on voit le sujet, on passe à une autre. Véritable, c'est même tragique. Les photos de Brajac ne sont pas faites pour créer l'illusion du bonheur, la promesse de bonheur, ne sont pas des illusions. Elles ne sont pas illusionnistes du tout. Elles ne trichent pas en promettant un sens qui se déroberait toujours au désir spéculaire. Leur sens ne se dérobe pas, il est là, à nous de le lire. Ce sont des images et elles se présentent comme telles, sans dramatisation ostentatoire, ni autoréférentialité narcissique, autre problème de ce genre de travail, il n'est pas autoréférentiel. Ce n'est pas de l'art qui dit, regardez, je suis de l'art, je suis contemporain, je suis avant-garde, je suis ceci ou cela. Ce n'est pas un art qui dramatise sa présence. On n'est pas dans la dramatisation de l'objet, dans le fétichisme encore une fois. Elles ne se mettent pas en avant. Chicago ne se met pas en avant, il y a un retrait, il y a une discrétion, il y a une retenue. Ce sont des dispositifs visuels, optiques, extraordinairement ajustés. Pas du tout de jeu, de subjectivité, d'étalage du moi et d'elle-même. Ces photos ne sont ni démodées, par définition donc, échappant au statut des marchandises et de la réification fausse dont je parlais tout à l'heure, étant de vraies réifications, elles sont ni démodées ni à la mode. Cette mode dont Baudelaire disait qu'elle est si laide qu'il faut en changer tous les 6 mois. C'est génial, non? Ce sont des images,
singulière. Et là, je voudrais parler un peu de la façon dont ce sont des images dont le matériau a été thématisé, c'est-à-dire transformé en médium signifiant, je l'ai dit, et cela au moyen d'une activité que l'on qualifie généralement d'artistique, et je voudrais avancer un peu sur une chose. Est-ce que c'est de l'art? Je sais que ça intéresse toujours tout le monde. Est-ce que la photo, c'est de l'art? Est-ce que ça, c'est de l'art? Bon, je crois que ça fait partie d'un débat autour de la photo de Rajac de se poser ces questions. J'ai souvent discuté avec Rajac de cette question autour de la photo. Est-elle un art? Et lui, il disait qu'il s'en fichait complètement et que chaque photo, pour lui, était une histoire et qu'il se fichait de savoir si c'était de l'art ou pas. Mais cette histoire, qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est la transformation par le médium du réel dont l'image, dans l'image qui la constitue, l'image devenant une sorte de dispositif de voyance au sens rimbaldien. Il y a quelque chose de l'ordre de la voyance. On voit le réel de manière extraordinaire à travers ces images. Prenez celle-là, on voit le monde du travail. Mais sans pathos, sans dramatisation, sans discours prolétarien. On voit les produits produits par les travailleurs, ce qui est très rare aujourd'hui, hein? Les tissus produits par les mêmes gens. Travail des fonds, je reviendrai là-dessus. Alors, c'est cette transmutation. Est-ce que ça fait, vous en avez assez? Peut-être c'est trop long. J'en ai peut-être dit assez, non? J'en ai, vous savez, j'en ai encore beaucoup. Ça m'énerve de poser aux gens le discours. Donnez-moi un quart d'heure. Un quart d'heure? C'est plus facile de parler que d'écouter, vous savez. C'est fatigant, écoutez, il faut être attentif. On peut parler sans savoir ce qu'on dit, ou sans penser ce que l'on dit. Wittgenstein, le grand philosophe anglais, il posait cette question absolument superbe, il demandait, on dit toujours, dit-on ce que l'on pense, mais pense-t-on ce que l'on dit quand on parle? Est-ce qu'on pense ce que l'on dit? Passe-moi le sel, est-ce qu'on a pensé? Passe-moi le sel. Alors, l'aura des photos de Rajac, parce qu'elles ont une aura, j'y reviens, contre Benjamin, et contre même Rajac lui-même, qui est pour Benjamin dans cette affaire, mais je crois que sur la notion d'aura, il serait prêt à discuter. C'est cette transmutation du réel en image, par le processus complexe que j'ai commencé à décrire, qui constitue proprement l'aura des images. Dans son fameux texte, intitulé « L'art à l'époque de sa reproductibilité technique », le fameux Walter Benjamin associe à cette reproductibilité technique le déclin de l'aura de l'œuvre d'art. Or, pour moi, cette théorie ne s'applique pas à la photographie. Au contraire, l'aura d'une photo renaît à chaque reproduction. Elle n'existe que par, dans et pour cette reproduction. Le problème la photo n'existe que pour cette reproduction. Le problème d'une quelconque unicité auratique de l'œuvre unique, sans double, sans exemplaire, sans copie, ne se pose même pas, en l'occurrence, en photographie. Donc, on ne voit pas comment Benjamin aurait pu parler de la photo dans son fameux texte. Et tout le monde est toujours en train de penser que Benjamin ne parle pas, il parle de cinéma. Et très mal, d'ailleurs, par rapport aux utopies qu'il y met. Alors, ce mot « aura », est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne l'ont jamais entendu? C'est un mot maintenant qu'on entend depuis qu'on a redécouvert Benjamin. Et aussi parce qu'il y a un problème de l'art aujourd'hui, de l'œuvre d'art et du statut de l'œuvre. Et on ne sait plus très bien selon quels critères, je vais y arriver tout à l'heure, attribuer le statut d'art aux objets. Entre l'urinoir et la brosse à dents, où est l'art? Donc cette question, en fait, on s'est posé la question, mais comment se fait-il que les œuvres n'ont plus cette aura? En fait, Benjamin a été redécouvert, l'aura est devenu un problème. Alors je le note pour ceux qui ne sont pas au courant de la scène artistique, peut-être et des débats artistiques, ceux qui connaissent, c'est familier, mais que tout le monde soit au courant de quoi on parle dans une soirée comme la nôtre. Donc j'explique un peu. Alors ce mot aura a une sorte de connotation mystique d'abord. Vous savez ce que c'est que l'aura? Et Benjamin d'ailleurs lui garde cette connotation mystique, sur laquelle l'œuvre d'art, dans ses fonctions traditionnelles, il a raison, dans ses fonctions traditionnelles, autrement dit, avant qu'art s'appelle art, peinte par le peintre pour telle église, tel retable, tel endroit, pour un lieu unique, dans une fonction de dévotion bien précise, dans son site initial, dans son unicité, non reproductible, en principe non reproductible, dans sa non-reproductibilité intrinsèque,
gagne dans son unicité, le fait d'être unique, gagne à ça une aura. Je résume très rapidement, l'aura, ce n'est pas le seul sens, il y en a un autre auquel je vais arriver. Ça a quand même une connotation un peu mystique. Ça embrouille beaucoup les esprits actuels, je pense vraiment à l'esprit de Rosalind Krauss, qui, pour faire entrer la photographie dans l'histoire de l'art, est obligée par mille contorsions, très érudites d'ailleurs, de proposer une interprétation de Benjamin selon laquelle les photographies n'auraient pas d'aura. On arrive à cela. Je vous dirai qui elle est tout à l'heure. Car sinon, les photographies ne seraient pas des objets de la modernité. Donc il faut qu'elles n'aient pas d'aura pour être des objets de la modernité. Ce sont les contorsions. Il faut absolument que les photographies, pour entrer dans l'histoire de l'art, soient des objets modernes. Pour ça, il ne faut pas qu'elle ait d'aura, car l'œuvre d'art moderne n'est pas censée avoir d'aura. Ça entraîne à des trucs de la scolastique. Rosalind Krauss est une grande disciple d'un grand critique américain absolument magnifique, génial, incroyable, qui a dominé la scène de la critique et de la théorie de l'art américaine dans les années 40 et 50. Clément Greenberg, c'était une de ses disciples. Après, elle a changé complètement, évidemment, elle a quitté le formalisme que défendait Greenberg, je ne dis pas formalisme au sens péjoratif, formalisme, pour s'engager dans des choses, sur d'autres terrains. Elle joue un rôle, elle a écrit un livre sur la photographie qui est assez célèbre, que je trouve un peu banal, mais tout le monde dit que c'est un des grands livres sur la photographie. Bon, j'en sais rien. De toute façon, ce n'est pas mon souci. Benjamin, comment présente-t-il l'aura de l'œuvre d'art en dehors de la question de l'unicité? Il a quelque chose de beaucoup plus profond à nous dire. Il nous dit l'aura de l'œuvre d'art, c'est la dialectique du proche et du lointain. C'est ça, sa formule. Et c'est précisément cette dialectique qui est à l'œuvre dans les photos de Rajak. La dialectique du proche et du lointain. L'exploitation du voyeurisme et de l'exhibitionnisme travesti en déconstructionnisme dans la culture ainsi que dans l'art et la photographie de ces dernières décennies est un fait avéré. Tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'on est en plein voyeurisme et exhibitionnisme. Les réalités shows n'en sont qu'une version populaire. On trouve la même chose, c'est sophical. Chez n'importe quel. Dans l'art d'aujourd'hui, vous avez l'exploitation voyeurisme, exhibitionnisme, mais travesti en déconstructionnisme, c'est-à-dire regard ironique sur l'histoire, ou récupération de l'histoire, ou travestissement, déconstruction historique. Ces deux pulsions, que Freud appelait perversion, se travestissent en une espèce de déconstructionnisme. C'est Derrida qui a inventé le mot, qui a fait fortune aux États-Unis, qui est revenu en Europe via les États-Unis. C'est toujours comme ça que ça se passe maintenant. L'exploitation de ce voyeurisme est un fait. Le complexe pulsionnel, sensoriel et sensible, intellectuel, que déclenche une photo de Rajak est étranger complètement à ces pulsions-là. C'est important le caractère pulsionnel en art, je voudrais m'arrêter un peu là-dessus. Si je ne prends pas trop sur votre patience. Le complexe sensoriel, sensible, intellectuel et tout ce que vous voudrez chez Rajak est étranger donc à cette espèce d'autophagie de l'art, se repaissant de lui-même et s'apparentant à un rite sacrificiel qui n'est pas dénué d'un tribalisme mondialiste intéressé. L'art se nourrissant de l'art. Actuellement, l'art se nourrit de l'art. Quiconque est informé un peu de la scène artistique contemporaine voit que l'art se nourrit de l'art. On ne communie plus à Jésus, Jesus Christ, comme disait James Joyce. On communie à Saint-Marcel. On communie à Saint-Marcel-du-Champ, qui est le saint patron, avec lui qui avait une ironie, une distance. Mais on le fait sans ironie. Il n'y a jamais, on voit. Je ne veux pas faire la dénonciation de cette espèce de tribalisme esthétique, artistique, est très intéressé. Il faut connaître très bien le système des galeries du marché international aujourd'hui pour comprendre quelque chose à l'art, c'est inséparable. Aujourd'hui, on ne peut plus comprendre rien à l'art si on ne suit pas de près, par exemple, les pratiques des collectionneurs. Parce qu'on ne comprend pas les choix, les goûts, et des fonctionnaires de musées. Ce sont les deux entités qui font des choix au nom de la collectivité. J'y viendrai tout à l'heure. C'est pour cette raison en particulier, ça ne s'adresse pas à vous du tout. Si. Oui, mais je veux dire, les remarques qui viendront ne s'adressent pas à vous deux. Merci. Pas du tout. On est là pour notre métier, quoi. Non.
Bon, là, je n'ouvre pas une polémique avec vous du tout dans ce que je vais dire. Mais d'abord, c'est une réalité. Non, mais c'est une réalité. Je vais dire par là tout de suite que c'est évident. Un grand collectionneur américain le racontait l'autre jour dans une lettre que je lisais à un journal, je ne sais plus dans quel journal américain d'art, dans quelle revue d'art. Il parlait du rôle du collectionneur dans l'art. Il disait, par exemple, je vous raconte ça en passant, mais je reviens à Rajac. Il disait, en 1970 encore, on pouvait acheter une œuvre d'art, un collectionneur achetait une œuvre d'art dans l'espoir de pouvoir la revendre dans 5 ans sans faire de bénéfices éventuellement. Parce que le collectionneur, ce n'est pas un investisseur, c'est un collectionneur. S'il veut se défaire d'une œuvre, à l'époque, il pensait que dans 5 ans, au moins, il toucherait, il gagnerait ce qu'il avait payé pour, il ne perdrait pas. Aujourd'hui, disait-il, l'art contemporain est tellement risqué qu'un collectionneur qui achète une pièce, il n'est même pas sûr de jamais pouvoir la revendre. Donc, il disait, il faut être très, très riche pour aujourd'hui bâtir une collection d'art contemporain. Ça, vous me suivez jusque-là, c'est d'une logique transparente. Il ajoutait ceci. Les expériences ont montré aux États-Unis que les choix, les achats faits par les musées, qui sont obligés d'acheter, oui, le problème de les musées en général, c'est des conservateurs. Mais comme aujourd'hui, on ne va pas attendre dans 20 ans pour présenter un art contemporain qui est dans l'éphémère, il faut donc acheter maintenant. Les musées sont coincés. À cause de la nature de l'art contemporain, est obligé d'acheter de l'art contemporain, même du vivant des artistes. Ce qui pose d'énormes problèmes de choix, de détermination de quelles sont les œuvres valables et non valables. Vous me suivez tous. Il disait des enquêtes, lui c'est un type très connu, il s'appelle Star, qui est très très bien dans sa logique. Il dit, les examens ont montré que quand c'est des fonctionnaires de musées ou d'institutions de ce type qui n'achètent pas avec leur propre argent, en général, les choix ne sont pas bons. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Il disait, le collectionneur qui investit son propre argent est dans une position pour faire des choix. Non, c'est marrant, il dit ça. Je trouve ça intelligent. Mais ça ne s'adresse pas à vous. Non, ça s'adresse à vous, ça s'adresse à tout le monde. On fait tous partie de la même collectivité. Bon, c'est pas fait pour faire de la polémique, rassurez-vous, je ne suis pas venu ici pour ça. Alors donc, en tout cas, ne satisfaisant pas certains types de pulsions scopiques, de pulsions consuméristes d'images, peu importe ce qu'on a dit, les photos de Rajac n'ont jamais été prises pour ce qu'elles étaient. On trouvait qu'il leur manquait quelque chose d'indéfinissable. J'ai toujours entendu ça. On ne le disait même pas. La façon dont on les regardait montrait bien que ça ne répondait pas à une attente, à un horizon d'attente, comme on dit. Qu'est-ce qui leur faisait ainsi défaut? C'était une certaine idée historique de l'art, à travers laquelle, par réfraction mentale et visuelle, le spectateur aurait dû les lire. C'était une idéologie, une certaine idée de l'art, de ce qu'on attendait. Comme on n'avait pas ce qu'on attendait, mais on ne voyait pas. Là, je raconte vraiment une expérience vécue auprès des photos de Rajac. On regardait ces photos distraitement, pressés d'en finir, je me souviens encore, avec ces images qui n'étaient ni sexées, ni esthétisantes, ni pictoralistes, ni documentaires, au sens étroitement factuel du terme, ni. Ils n'étaient jamais rien de ce qu'il fallait. Manifestement aveuglés par une éclipse auratique, les spécialistes que nous voyons, Rajac et moi, quand on leur montrait ces photos, étaient incapables de voir ces photos, de voir dans ces photos comment la lumière sculpte les images, comment elle éclaire le hiéroglyphe des choses, comme j'écris, comment elle concourt au silence propre à la photo. Il y a un silence dans ces photos, un silence qui permet le regard. Un silence de la photo que je décrirais, disons, comme sidéral, sans être cosmique. C'est très étrange, le silence de la photo. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi. Je ne trouve pas les mots pour le qualifier. Un silence de nature particulière. Ça me dit, ça fait bizarre de parler de silence pour le regard. Mais en fait, oui, une sorte de silence. Un silence tramé sur la surface. Silence sensible, qui fait qu'on regarde ces photos comme on écouterait une pièce de Bach, jouée par Glenn Gould. Ce sont des figures éminentes du panthéon de Rajac. Des maîtres de la conception pour l'un, de l'interprétation pour l'autre. Et là, ici, avec Rajac, on est dans la conception et dans l'interprétation, constamment dans les deux. Goethe, vous savez, Goethe disait cette phrase que je trouve toujours étonnante et un peu mystérieuse en même temps. Il disait qu'il fallait être machiavélien dans la conception et spinoziste dans l'exécution. Si vous y comprenez quelque chose, on en parlera. On parle de conditions d'écoute. On pourrait parler ici de conditions de regard. Les paramètres
de l'expérience visuelle et mentale qui commande l'interprétation d'une photo de Rajak sont intrinsèques aux images elles-mêmes. Il n'est pas besoin de les déchiffrer. Il n'est besoin pour les déchiffrer que leur propre code, elles donnent leur code. Et on n'a pas besoin de chercher un code externe. À chaque fois qu'on les regarde, elles suscitent à nouveau le balayage interprétatif du regard. Moi, j'en ai chez moi. Je les vois constamment, on vit avec. Elles conservent toute leur présence, elles résistent à l'épreuve du temps, car l'éphémère est leur matière première. C'est le principe d'invisibilité propre à chacune et qui la rend visible. Tempus fugit, j'écris hier après-midi dans un moment poétique, cède, reste, manen, le temps passe, mais les choses restent. Stabilité et passage du temps dans ces choses-là. Il n'y a pas d'image sans mort. J'aurais voulu ce soir parler du rapport de l'image à la mort, mais ça nous emmènerait trop loin. J'en parlais avec mon ami Hans Belting, un philosophe, l'autre soir à Paris. On parlait de ça, de l'image et de la mort. Moi, on penserait la nuit. De ce fait, j'achève, le mystère de leur caractère d'évidence à ces photos, un caractère d'évidence. Au sein même de ce qui est indécidable dans l'interprétation, demeure insondable. On est dans quelque chose qui est d'ordre de l'évidence, en même temps qui est ouvert à l'interprétation. C'est la lutte héraclicienne, vous savez, le philosophe grec Héraclite, hein, la lutte des contraires, c'est la lutte héraclicienne de la présence et de l'absence, du champ, du hors-champ, du visible et de l'invisible qui recommence dès qu'on pose les yeux sur ces photographies. Tout à coup, elles se mettent à travailler sur le regard. Je vous saute un des passages, je vous épargne des passages. Écoutez, j'ai d'autres. Je vais peut-être arrêter là. Ça fait beaucoup, ça fait assez.